Alors, chers amis auditeurs du mouvement Action Justice, bonjour. Alors, bienvenue encore une fois à notre rendez-vous mensuel du 102,3 Radio Centre-Ville, portant le dernier vendredi du mois, exclusivement sur les nombreuses injustices générées par le système de protection de la jeunesse au Québec. Mon nom est Gilles Boivin, étant l'un des membres fondateurs et président de la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ, communément appelée SAVE-DPJ. Il me fait toujours plaisir d'être avec vous et de seconder ou remplacer ce dernier vendredi M. Hadj Zitouni, votre animateur habituel, dans l'animation de différents sujets touchant notre thématique. Avec moi, pour m'accompagner cet avant-midi, une personne à la voix devenue familière pour les auditeurs, M. Yann Stoll, aussi membre de la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ, et notre référence historico-politico-légale en protection de la jeunesse. Bonjour, M. Stoll. Bonjour. Bon matin, comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien? Maintenant, nous aurons aussi, encore une fois, la chance au cours de l'émission d'avoir un entretien téléphonique avec Mme Luce Bouchard, présidente de l'Association pour le respect des droits des enfants, parents et grands-parents du Québec. Alors, il serait intéressant d'entendre son opinion et d'obtenir son éclairage aussi sur nos 3 sujets du jour. Tout d'abord, nous nous interrogerons sur la santé des jeunes en centre d'accueil, avant, pendant, après. Puis, nous aborderons le sujet de la culpabilité vécue par les parents victimes de la DPJ. On sait que c'est un sujet qui est assez, je dirais, régulièrement perçu. Et finalement, nous nous poserons la question suivante. Diviser pour mieux régner. Ce principe est-il appliqué par la DPJ dans le cas de l'enlèvement d'un enfant ou d'un couple, c'est-à-dire d'un enfant à un couple, pardon. Alors, ça va être une question assez particulière auquel nous aurons à répondre. Mais auparavant, j'aimerais souligner que si vous désirez nous envoyer vos commentaires, nous faire part de vos questions ou obtenir de l'information concernant une problématique que vous pourriez vivre, vous pouvez le faire en nous écrivant à DPJ Radio Centre-Ville, donc d'un seul trait, DPJ Radio Centre-Ville @hotmail.com, ou par la poste, si vous désirez, à SAVE-DPJ, donc SAIV-DPJ, case postale 193, donc 193, Sainte-Agathe-des-Monts, Québec, code postal J8C 3A3. Donc, case postale 193, Sainte-Agathe-des-Monts, Québec, J8C 3A3. Maintenant, avant d'entendre le point de vue de nos invités, j'aimerais parler d'un article paru dans le Journal de Montréal de mercredi 25 mars 2015 et qui m'a laissé vraiment perplexe et qui titrait « L'état de santé des mineurs en centre jeunesse inquiète ». On y traitait des résultats d'une étude portant sur la santé de 315 adolescents de 14 à 17 ans hébergés dans 7 centres jeunesse au Québec. On y faisait mention du fait que la santé des jeunes hébergés en centre jeunesse était plus fragile que celle des autres jeunes. On y relevait davantage de problèmes de santé physique et psychologique. En fait, on peut lire que plus de 9 adolescents sur 10 hébergés en centre jeunesse présentent au moins un problème de santé et que 55% ont plus de 4 problèmes. Alors, c'est pas rien. On y relevait aussi des tendances suicidaires. Et à ce chapitre, on dit que les jeunes qui vivent en centre jeunesse tentent de mettre fin à leur jour presque 3 ou 4 fois plus que les autres adolescents. On y relevait aussi de l'automutilation, de la dépendance aux drogues. À ce chapitre, on souligne que la consommation problématique d'alcool et de drogue des jeunes en centre jeunesse atteint 45%, alors que les pires cas dans la population générale représentent 5% des jeunes.
ce qui n'est pas rien. Le docteur Yves Lambert, qui est co-auteur de l'étude, affirme que c'est encore plus catastrophique qu'il le pensait. Et c'est pourtant un médecin qui œuvre en centre jeunesse depuis 10 ans, là. Il affirme, et je cite, « On devrait porter une plus grande attention à la santé des adolescents hébergés en centre jeunesse, ce qui n'est pas le cas actuellement, dit-il. Et ce monsieur-là travaille depuis 10 ans en centre jeunesse. Il ajoute que les problèmes psychosociaux de ces jeunes entraînent des problèmes de santé et que ce n'est pas reconnu. Là, j'aimerais bien comprendre la logique du système de protection de la jeunesse au Québec. On retire des jeunes de leur milieu familial et de vie en s'appuyant sur le fameux article 38 de la Loi de la protection de la jeunesse, à l'effet que leur sécurité et leur développement sont compromis ou en danger, alors qu'on sait, si on ouvre une parenthèse là-dessus, que 5 à 8 jeunes sur 10 n'auraient pas besoin d'être retirés de leur milieu si l'on donnait un support suffisant aux parents et à la famille. Je ferme la parenthèse. Et on les enferme en centre jeunesse où l'on ne se préoccupera pas vraiment de leur santé et de leur développement. Mais là, je pense que c'est complètement aberrant et contradictoire. Par contre, c'est pas une surprise. Je vous rappelle le suicide du jeune Guillaume Crépeau-Bonnier, le 9 mars 2014 à Huberdeau. Il avait attendu 8 mois avant d'obtenir des services psychologiques ordonnés par un juge de la Cour du Québec et il s'est finalement enlevé la vie en se pendant dans sa douche avant de les avoir obtenus. Alors, dans les 700 de jeunesse évalués par le docteur Lambert, 33% des filles et 19% des garçons ont fait une tentative de suicide dans les 12 derniers mois. C'est quand même pas rien. Voyons là-dessus ce qu'en pense Madame Luce Bouchard. Ça ne fait que démontrer ce qu'on prétend, qu'au fond, l'État ne peut pas remplacer les parents dans aucun des cas. Oui. À la base de cette prétention de protection de la jeunesse, de cette politique de l'État québécois et de tous les États quasiment des pays occidentaux qui se disent démocratiques, cette prétention que l'État peut jouer le rôle des parents est complètement fausse, est complètement délirant. Ouais. L'État, c'est une entité froide qui s'occupe d'autre chose que donner l'amour à l'enfant. Et c'est ça ce que l'enfant a besoin. Ouais. L'amour, l'attention, discipline, etc. Toutes ces choses-là. Comment l'État peut donner ça à un enfant? Mais justement, Yann, voyons ce qu'en pense Mme Luce Bouchard de l'Association pour le respect des droits des enfants, parents et grands-parents du Québec. Madame Bouchard, êtes-vous avec nous? Oui, bonjour. Bonjour, Madame Bouchard. Bonjour. Bienvenue encore une fois à l'émission. Oui. Vous avez entendu mes propos. Oui, j'ai entendu vos propos. Que pensez-vous des résultats de cette étude ou de cette situation? Là, j'ai une autre étude. Oui. C'est-à-dire que on avait présenté un mémoire dans le cadre du ministre de la Famille. Oui. Pour la consultation publique pour la condition des aînés. Alors. OK. En quelle année, ça? En 2007. En 2007, d'accord. Dans ce mémoire, on soulignait justement le fait au lieu de, tu sais, que les grands-parents sont bannis finalement de pouvoir prendre charge de leurs petits-enfants. Alors, il y avait eu une étude. L'État devra faire un examen sérieux des conséquences des pratiques de la PDBG, en tout cas, évidemment. Dans le Journal du Québec, du 28 septembre 2007, je pense que ça correspond à l'étude que vous avez énoncée. Oui. Fait état d'une étude réalisée pour le compte du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il est confirmé que 40% des enfants de la DPJ sont sous médication. N'est-ce pas une preuve d'un échec lamentable de l'application de la loi de la protection de la jeunesse? Nous considérons que les enfants vivant avec leurs grands-parents auraient probablement pas besoin d'une telle médication. Et aussi, dans
pour les grands-parents dans les à travers le Canada, énorme, 57 000 grands-parents élèvent eux-mêmes leurs petits-enfants. Puis c'est au Québec, on en trouve seulement que 2%. Parce que à cause de la loi, de l'application de la loi de la protection de la jeunesse. Alors moi, je pense c'est toute une différence. C'est parce que que ce soit la fratrie, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, tout le monde est exclu. Alors, on exclut ces gens-là parce que là, eux considèrent, alors, vous savez, les montages de dossiers et tout, alors, l'enfant a plus de chances d'être pris en charge par un membre de sa famille, soit ses grands-parents ou autre. Alors, je trouve ça triste. Et je vous dis honnêtement que vous connaissez notre combat. Je connais le vôtre, puis on dirait que ça n'a rien donné, absolument rien. Même M. Couillard, dans un énoncé, disait que il faudrait que on s'occupe davantage qu'on fasse une refonte de la loi. Afin que, bien écoutez, je vais vous le dire, c'est dans un article du Devoir, le 24 novembre 2004, le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Philippe Couillard, déclare qu'il faut remettre en question certaines pratiques en protection de la jeunesse. Compte tenu d'un recours trop fréquent à l'intervention judiciaire, M. Couillard déclare que la loi établira certains grands principes, dont la nécessité d'offrir à chaque enfant placé un projet de vie permanent, l'importance de la continuité des soins, de la stabilité des liens et des conditions de vie pour l'enfant. Pour l'enfant, c'est lui-même qui parle là. La possibilité de vivre chez ses grands-parents qu'il connaît déjà, qu'il aime et qu'il en a confiance, serait sans doute le plus beau projet de vie qu'il souhaiterait. Si on prenait compte des besoins affectifs et des besoins de sécurité à long terme de cet enfant, ne serait-ce pas la meilleure solution pour lui? Nous réalisons bien tristement que dans la loi 125, il n'a pas amélioré la loi sur la protection de la jeunesse et que celle-ci est souvent appliquée au détriment de l'intérêt de l'enfant et des grands-parents. Je pense que c'est M. Couillard qui disait ça. Énormément. C'est ce que vous voulez dire, ce qu'on voulait dire. Alors, l'enfant qui est arraché de sa famille, est transplanté dans un milieu étranger, alors il n'y a pas de racines. Alors, bâtir des racines quand l'enfant a 4, 5, 6 ans, même tout plus jeune, c'est pratiquement impossible, excusez-moi. Là. Alors, moi, là, je trouve ça vraiment triste. Puis, aujourd'hui, on est au même point. Il n'y a rien qui a changé. Puis il n'y a rien qui a évolué. Il n'y a rien qui a évolué. Mais Mme Bouchard, vous diriez quoi aux personnes qui vous diraient, ouais, mais le jeune avait déjà des problèmes de santé mentale, probablement, avant de rentrer en centre d'accueil. Vous répondriez quoi à ça? Bien, moi, premièrement, je douterais de ça, évidemment, parce que généralement, en tout cas, moi, je connais énormément de cas. Puis les enfants étaient tout à fait normaux, ont été retirés pour des raisons futiles. D'ailleurs, rien, c'est pas nécessaire d'élaborer pour les raisons. Exact. Mais ces enfants-là ont été laissés à eux-mêmes dans les familles d'accueil. Alors, moi, j'ai le témoignage de deux grands-mères qui disent, la grand-mère paternelle et maternelle, qui me disaient, ces enfants-là traînent dans la rue. On reconnaît plus nos petits-enfants. Ils sont, il y avait une petite fille ou deux petites filles et un garçon. Alors ces enfants-là, même les grands-parents étaient rendus au point que il y avait plus d'espoir pour ces enfants-là. Alors imaginez-vous le dommage. Puis les deux grands-parents étaient prêts à s'impliquer pour leurs petits-enfants. Ouais. Alors, c'est tout à fait triste. Des histoires comme ça, j'en ai par milliers. À l'appel. Vous, Yann, vous en pensez quoi? Même si c'était vrai que les DPJ ne s'attaquent qu'au cas des problématiques des enfants qui vivent des situations difficiles, même si c'était le cas, ce qui est loin de la réalité,
Le psychologue qui a fait cette étude, qui vit dans le milieu depuis 10 ans, il constate que les enfants n'obtiennent aucun soutien. Alors, en quoi l'État peut prétendre qu'il fait mieux que les parents, où les enfants sont prétendument mal pris c'est ce qui est contradictoire. dans leur milieu naturel? Tandis que dans lui-même, il constate 92% des jeunes hébergés en centre jeunesse présentent au moins un problème de santé mentale. Alors, le fait que l'État ne donne pas des soins appropriés ne fait que démontrer ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire l'État, c'est une machine, c'est une grosse machine sans aucun état d'âme, sans aucun ressentiment, c'est une rouage froid, impitoyable, et qui nous broie. Oui. D'ailleurs, on remarque dans l'étude, on souligne même, on parle d'automutilation. Bon, rares sont les enfants qui vont s'automutiler là à la maison là à ce point-là. Là. On parle ici de 30, attendez un instant, de 29% des filles et 18% des garçons qui s'automutilent. Quand même. C'est extrêmement grave, évidemment. Les parents seraient immédiatement alertés, feraient n'importe quoi pour trouver c'est quoi le problème, parce que l'enfant peut avoir des difficultés qui ne relèvent pas de la situation dans la famille, qui peut relever de sa situation à l'école, parmi des amis, etc. Il peut s'automutiler dans son milieu naturel. Mais les parents, par la majorité absolue des parents, aiment leurs enfants, évidemment, feraient tout, n'importe quoi, pour les aider. Oui, ils sont alertés et vont chercher de l'aide. Tandis que la DPJ et les centres jeunesse s'en foutent carrément de nos enfants. Ce qui les intéresse, ce sont leurs budgets. D'ailleurs, les DPJ... C'est un point très intéressant. Les DPJ l'écrivent eux-mêmes dans le bilan annuel de l'Association des centres jeunesse, bilan 2006, à la page 23, la DPJ au service des enfants aux besoins de protection. En besoin de protection. Cela a été souvent dit, la protection de la jeunesse ne doit pas être la porte d'entrée pour l'accès à des services d'aide. Ouais, alors, comment vous pouvez interpréter cette phrase? Lorsque tel est le cas, en résulte un engorgement des services de protection et cela ne s'avère aucunement. Alors, si l'aide à l'enfant n'est pas de ressort de DPJ, de ressort de centre jeunesse, alors c'est quoi le ressort de ces gens-là? Est-ce qu'ils se posent jamais la question, vraiment? On en est où avec l'article 38, le développement et sécurité de l'enfant à ce moment-là? On enlève, comme je le disais tout à l'heure, on enlève aux parents les enfants sous prétexte que leur développement et leur sécurité sont compromis, mais on n'est pas en mesure de leur donner davantage en centre d'accueil. Oui. Là, mais on va venir dans la prochaine étape de notre émission d'aujourd'hui. Oui, un peu plus tard. La culpabilisation des parents et les conflits que le DPJ lui-même sème dans les couples et entre les parents et les enfants. Mais là, on va venir un peu plus tard. Oui, un petit peu plus tard. Qui est étroitement lié, évidemment, selon moi, à l'état de santé mentale des enfants hébergés dans les centres jeunesse. Ouais. Mais il y a un autre aspect aussi, et Mme Bouchard pourrait peut-être nous donner son point de vue là-dessus, c'est-à-dire que on constate que il y a des problèmes de santé importants chez les jeunes placés en centre jeunesse, mais ces problèmes-là, s'ils ne sont pas traités, parce que c'est ce que nous dit ici là le docteur Lambert, on reconnaît pas nécessairement toutes ces problématiques-là et on ne leur apporte pas une réponse adéquate nécessairement. Mais ça veut dire que quand ces jeunes-là sortent de centre jeunesse, ils se retrouvent dans le rue avec les mêmes problèmes. Absolument. Et là, on va se retrouver avec des problèmes d'itinérance, encore les fameux mêmes problèmes de
de drogue, les mêmes problèmes d'alcool, les mêmes problèmes de délinquance qui ont pu se développer aussi. Donc, on cause un problème même. Oui, on prétend que la politique de DPJ des centres jeunesse a changé, que maintenant il ne jette pas dans la rue les enfants à 18 ans tapants, qu'il essaie d'accompagner jusqu'à 19-20 ans. Mais écoutez, 1 an de plus ou de moins, ça change pas grand-chose puisque l'État n'était pas foutu de faire quelque chose pour ces enfants-là pendant toutes ces années. Qu'est-ce que ça va changer s'il accompagne prétendument l'enfant jusqu'à 19-20 ans? Ça change strictement rien. Madame Bouchard, vous en pensez quoi? Moi, je pense que ça correspond beaucoup avec ce que vous dites vous-même, parce que j'ai un exemple, en tout cas, à vous donner présentement. Une petite fille qui avait été enlevée de la garde de ses grands-parents et placée dans une famille d'accueil. L'enfant a dû, durant toutes ces années, durant 12 ans, être suivi par une psychologue 2 fois par semaine à l'école. C'est-à-dire une fois par semaine à l'école, une pédagogue qui s'occupait de l'aider. Alors cet enfant-là, c'est comme si elle a été bouleversée, tellement bouleversée qu'elle ne pouvait plus fonctionner. Et on lui donnait, plus tard, on lui a donné du Ritalin et des Seroquel, je ne sais pas trop, en fait, c'était des choses comme ça, des choses artificielles pour l'aider à dormir. Imaginez-vous, cet enfant-là a eu un choc épouvantable. Absolument. Moi, je n'ai pas de difficulté à croire du tout ce que le médecin prétend et explique. C'est la réalité. Ça, c'est un cas que je vous cite parce que j'ai les preuves au dossier là, de tout ça. Alors, c'est pas simple pour un enfant qui a des liens, qui est attaché soit à sa tante, ça peut être sa tante, mais là c'était dans le cas des grands-parents, parce que les parents étant incapables de s'occuper d'elle. Cette petite fille-là est encore, aujourd'hui j'ai des contacts, et elle est encore vraiment bouleversée. Elle n'a pas eu d'encadrement, elle n'a pas c'est comme elle se cherche. Alors, toute sa vie, si elle n'a pas d'aide psychologique, elle ne s'en sortira pas. Alors, imaginez-vous, là, au nom d'un budget, on sacrifie des enfants. Ouais. Et ça, c'est un point. Vous parlez de Madame budget. Bouchard, désolé. Je vais revenir sur le budget. Parce qu'il y a une contradiction là. Vous avez dit que l'enfant a été suivi par le psychologue. Oui, mais ça pourrait laisser des traces parmi nos auditeurs que on n'est pas cohérent nous-mêmes. Non, mais moi. Alors, il faut comprendre que. Très bien, qui fonctionne très bien, mais tout à coup. À cause de la situation qu'on lui a imposée d'être transplanté dans une famille étrangère, l'enfant ne pouvait plus fonctionner. Mais est-ce que les psychologues étaient vraiment efficaces? Ils ne peuvent pas être efficaces. Avec des carences épouvantables. Alors, avec la drogue aussi, là. Mais c'est ça le problème, puisque le psychologue ne peut pas s'attaquer à la racine du problème, c'est-à-dire l'enfant arraché de son milieu naturel, va porter le traumatisme toute sa vie, évidemment, les séquelles. Un psychologue peut être bien intentionné s'il collabore pas avec le système et s'il ne fait pas l'exprès, évidemment, ça, on en a vu des cas semblables, mais même s'il était vraiment le mieux intentionné au monde, ne peut rien faire tant et aussi longtemps qu'il ne peut pas s'attaquer à la racine du problème. Exactement. Vous avez raison. Un noyau pathogène que l'enfant porte dans sa tête. Oui. Les liens, ça ne se tisse pas si les conditions ne sont pas là.
Voilà. Mais ce n'est pas reconnu. Les problématiques ne sont pas reconnues. Quand on parle de santé, on le dit. L'étude du docteur Lambert le dit. Il affirme vraiment, comme je le disais tout à l'heure, qu'on devrait porter une plus grande attention à la santé des adolescents hébergés en centre d'accueil, et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On dit que les problèmes psychosociaux entraînent des problèmes de santé. Bon, mais ils sont pas reconnus. Donc, il n'y a pas d'aide adéquate à porter. C'est ça le problème. Mais il y a un autre élément là-dedans, et là, je reviens à ce que je voulais apporter tout à l'heure. Si on parle de pourquoi il y a autant de jeunes aussi en centre d'accueil, on peut se demander à qui ça rapporte. Et on sait pertinemment que les parents se font demander une pension lorsque le jeune est mis en centre d'accueil. Et où va cet argent-là? Hein? Bon, je pense que poser la question, c'est y répondre. Mais c'est ça qui est aberrant. C'est-à-dire qu'on demande une pension aux parents pour s'occuper de leur enfant auquel on apporte pas d'aide. Finalement, à qui ça sert? Ça sert peut-être, et j'amène l'hypothèse, au système, dans le fond. Le système se nourrit de cette situation-là. Et c'est ce qui est dramatique. C'est ce qui est dramatique. Parce que on doit regarder la personne d'abord, ce qu'on ne semble pas faire ici. Êtes-vous d'accord avec moi, Madame Bouchard? Je suis plus d'accord, très d'accord même, mais pas seulement que la DPJ s'est nourrie. Vous avez une panoplie de que ce soit les avocats, les juridiques et les psychologues ou autres. Tout le monde en profite. Tout le monde en profite. Excusez-moi. Sauf le jeune. Ça me prendrait un petit verre d'eau. Pas seulement jeunes, les parents aussi sont mal pris. Si vous regardez la situation de la famille actuellement dans notre société prétendument progressiste et évoluée, 70% des cas inscrits des rôles inscrits à la Cour supérieure soit à Montréal ou n'importe où, 70% concernent les cas de divorce, des problèmes conjugaux, des problèmes de famille, etc. Alors la majorité de nos avocats de ce fameux corps de droit se nourrit carrément sur le corps des familles, sur le milieu naturel de nos futures générations. Alors on peut pas avoir un cas plus nocif pour l'avenir de la société qu'on a actuellement. Oui. Et d'ailleurs, même si, bon, une fois le jeune en centre d'accueil, moi, il y a certains chiffres qui me laissent plus que perplexe quand on entend qu'un jeune sur deux en centre d'accueil a des problèmes de drogue et d'alcool. Je dis, ils sont en centre d'accueil. Et d'où vient cette drogue? C'est ça. Hein, on peut se poser la question. Oui. Ce sont des paniers percés. Mais le nombre de fugues est assez important aussi. C'est très facile pour les jeunes de s'alimenter. Mais ça n'apporte que notre argument à nos prétentions que la protection de la jeunesse, la politique de la protection de la jeunesse n'est en effet que la traite des enfants. C'est exactement ça, c'est exactement le cas. Quand on bâtit sa carrière, son existence sur le malheur des gens sur lesquels on a le droit à la vie et à la mort quasiment. Alors, c'est le cas. Il faut parler de la traite. Ouais. Vous vouliez rajouter quelque chose, Mme Bouchard? Non. Avant votre verre d'eau? Mais comme toujours, dans la province, excusez-moi, dans la province du Québec, comment se fait-il que, alors que dans le Canada, il y a 57 000 grands-parents, c'est pas rien. Et nous, au Québec, il y a seulement 2% qui peuvent habiter avec leurs grands-parents. Alors, voyez-vous un problème? Moi, j'en vois un, en tout cas, parce que c'est les grands-parents, ce sont les personnes les plus disponibles. Vous avez la famille élargie aussi, mais les gens ne sont pas toujours disponibles pour
s'occuper de des enfants de leurs nièces, leurs neveux, alors qu'il y en a que j'ai eu parfois des marraines qui ont voulu s'impliquer, alors ont été expulsées, c'était la tante de l'enfant. Alors, on ne veut pas de la famille. Puis surtout les grands-parents, étant donné qu'ils sont plus présents, eux ont fait la lutte, mais après avoir tout perdu, pratiquement leur sécurité de l'argent qu'ils avaient amassé, c'était leur sécurité pour leur retraite, ont dépensé cet argent-là pour avoir un enfant, mais c'était comme perdu d'avance, ah oui. Parce que les choses sont réglées derrière le rideau, à mon point de vue. Souvent, très, très souvent derrière le rideau, parce que ça va toujours en fonction. 98% des jugements vont en faveur de la DPJ. Expliquez-moi s'il y a un problème. Ça ne peut pas être comme ça à la cour que 98% de la personne gagne tout le temps. Alors, il y a sûrement un problème, mais on ne veut pas le regarder. On ne veut pas soulever le couvercle. Parce que, imaginez-vous les poursuites. Ah oui, c'est une tristesse immense. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, votre association, Mme Bouchard, espérait qu'avec avec la loi 125, il y aurait plus d'utilisation de la famille élargie, je crois. Hein? L'article 4. Mais ça n'est jamais arrivé. Ça ne s'est jamais produit. Non. Ça n'est pas respecté. Alors, vous savez, est-ce que le DPJ respecte les ordonnances? Ouais, ah oui, c'est ça. Bon, on l'a vu dans le cas du jeune Bonnier dont je parlais tout à l'heure. Hein. On a une ordonnance d'un juge pour des services psychologiques et le jeune a le temps de décéder, de s'enlever la vie avant d'avoir le service. Hein. Les juges qui en font l'état que DPJ n'obéissent pas au jugement sont sanctionnés. Ouais. On l'a vu des cas. J'avais dans les ordonnances, le juge, excusez-moi une minute, je m'excuse, est-ce que je peux interrompre quelques minutes? Je vais aller chercher un verre. Oui, en fait, écoutez, Mme Bouchard, si vous désirez, je vous propose de prendre une petite pause et on se retrouve après la pause pour nos deux autres sujets du jour. Les sujets vont être... Les deux autres sujets du jour, je vous les avais tout à l'heure. La culpabilité vécue par les parents victimes de la DPJ va être le premier de nos sujets. Puis on poursuivra avec diviser pour mieux régner. Ce principe est-il appliqué par la DPJ dans le cas de l'enlèvement d'un enfant à un couple?
Alors, chers auditeurs, nous sommes de retour pour notre deuxième sujet. Donc, et comme je le disais à Madame Bouchard, il s'agit de la culpabilité vécue par les parents victimes de la DPJ. En fait, nombreux sont les parents et enfants victimes d'abus de pouvoir de la DPJ, vivant avec un sentiment de culpabilité et de honte. On pourrait se demander pourquoi cette culpabilité-là, surtout si on se sait victime. En fait, cela ressemble beaucoup à s'y méprendre au vécu du viol. Lorsqu'on fait une petite comparaison, c'est à s'y méprendre. Sentiment de honte qui nous habite et c'est très présent. Mais aussi, on entend des parents, et ça arrive souvent, j'aurais pas dû dire ça. Après quoi, j'aurais dû accepter ceci ou faire cela. Ils m'ont proposé ça, j'aurais dû. Lorsque l'intervenante m'a demandé cela, j'aurais dû accepter finalement. J'ai pas été correct. J'ai été trop à l'écoute juste de mes besoins. J'étais peut-être trop fâché. Finalement, c'est un cul-de-sac parce que les dés sont déjà pipés. Mais la comparaison avec le viol ne peut être que très superficielle. Pas tant que ça. Le viol, c'est d'habitude c'est une très brève période de traumatisme terrible. J'en doute pas. J'ai fait une petite étude là-dessus. Oui, mais c'est beaucoup plus profond là. Oui, c'est très profond. La comparaison est très similaire, je dirais. Non, c'est pas ça ce que je voulais dire. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que les parents restent dans cette situation de viol souvent pendant des années. Par rapport à la victime d'un vrai viol, d'un viol sexuel, qui est d'habitude très bref, qui est sans doute très traumatisant. Ouais. Je veux pas enlever. Ouais. Mais ils vont le traîner pendant des années. D'aucune manière l'odieux d'acte de viol. C'est loin de mon idée. Ouais. Mon idée à moi, c'était que les parents sont placés dans ces situations quand l'État les viole carrément, viole leur profond être, leur profond soi-même pendant des années. La culpabilité ressentie est vraiment recherchée par les intervenants. Eux-mêmes, ils écrivent, je vais encore vous citer, dans le bilan des Centres Jeunesse 2006, qui écrivent à la page 8, « Imposer, c'est facile et rapide, favoriser à l'atteinte de consensus la demande du temps. Lorsque le DPJ intervient dans la famille, c'est un choc pour elle. » Ils savent très bien que c'est un choc. Un parent aime ses enfants, son enfant. La majorité absolue des parents donneraient même leur vie pour leurs enfants. Et c'est là où on commence à jouer avec cette culpabilité. C'est par l'amour pour notre enfant qu'on aille chercher nos vulnérabilités, et c'est ce qu'ils écrivent. Je continue la lecture. Outre le fait que le service ne soit pas demandé, notre intervention met en lumière des difficultés. Or, qui souhaite être abordé par l'angle de ces vulnérabilités? Il y a une ambiguïté. Vulnérabilité, qu'est-ce qu'ils sous-entendent sur ce mot? On sait très bien, les experts en torture, les experts internationaux, ont stipulé dans le protocole d'Istanbul qu'il n'y a pas de pire torture que quand on se fait assister à la torture de l'enfant, ou pour l'enfant quand on torture devant lui son parent. C'est le terrain de prédilection des intervenants de DPJ qui jouissent de leur pouvoir d'une manière atroce. Absolument. Alors, c'est là la culpabilité qui s'installe, et c'est un de nos rôles d'essayer à aider ces parents qui sont placés dans ces difficultés malgré eux, que c'est le système qui est mal conçu, mal foutu. C'est le système qui est à blâmer, et pas vous comme parents. L'enfant n'a pas besoin d'un parent parfait, l'enfant a besoin d'un parent présent.
C'est tout. Et les parents qui sont victimes et qui vivent avec ce sentiment de honte-là et de culpabilité ont besoin de savoir qu'ils sont pas seuls, qu'il y en a d'autres à qui ça arrive. C'est là que les groupes de soutien deviennent très importants, que des organismes communautaires comme le nôtre, la CDPJ ou l'Association pour le respect des droits des enfants, parents, grands-parents du Québec de Mme Bouchard devient important. Ils doivent sentir que ils sont pas seuls avec leur sentiments. Je me permets de continuer avec la citation de fameux bilan des centres jeunesse 2006. Toujours à la page 8, c'est bien cela que les DPJ veulent affirmer ici. Afin de valoriser les approches consensuelles, il faut reconnaître le temps nécessaire pour qu'enfants et parents puissent réellement participer. Trop souvent, c'est le manque de temps qui est responsable de l'impossibilité de dénouer les crises. Alors, je ne vais pas continuer la lecture, ça ne sert à rien. Les intervenants ont fixé, là, il y a un problème, il faut foncer, il faut le dénouer. Alors, ils font tout. Ils ont le pouvoir de faire n'importe quoi. Ils vont vous fouiller n'importe quoi dans votre vie privée sans aucun mandat parce que tel Gestapo qui avait le mandat permanent d'arrêter et d'emprisonner des gens, le DPJ détient le même mandat, il n'a pas besoin d'un mandat d'un juge. Il peut arracher l'enfant avec l'aide de la police qui va obtempérer, évidemment, ils vont chercher vos enfants. Tel un Gestapo. J'aimerais revenir sur ce fameux sentiment de culpabilité. Souvent, les parents qui vivent beaucoup de culpabilité, c'est ceux qui, en toute bonne foi, vivent une situation difficile, ponctuelle, et demandent l'aide de la DPJ. Comme la mère qui dit, écoutez, Justin, si je me sens un petit peu dépressive, est-ce que je pourrais avoir un peu d'aide? Il y a rien de pire en fait parce que oui, si vous voulez passer au bureau, amenez votre enfant avec vous et finalement l'enfant reste là. Dans la réalité, comment ça fonctionne? Les intervenants font agir les couples un contre l'autre. Et dans le rapport parent-enfant, vont agir l'enfant contre le parent contre l'enfant. Ils vont, mais surtout, ils tripotent dans la tête de l'enfant pour aliéner l'enfant de leurs parents. Alors, c'est peut-être ça la question aussi qui peut donner la réponse. En fait, Yann, vous abordez un petit peu notre troisième sujet. Mais qui est étroitement lié à tout ça. Mais avant ça, j'aimerais entendre Mme Bouchard. Mme Bouchard, vous êtes toujours là? Oui. Oui. Donc, en rapport avec la culpabilité vécue par les parents victimes de la DPJ, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Bien, c'est-à-dire que lorsque la DPJ intervient dans une famille, ils arrivent dans la famille, en tout cas, puis là, ce sont les mesures excessives qui créent un climat d'abord d'intimidation, puis de méfiance aussi pour les parents, puis les enfants, bien évidemment, sont impressionnés par tout ça. Puis on fait sentir aux parents, aux personnes, ils sont mieux d'obéir aux autres parce que ça pourrait leur créer. Ensuite, on leur demande de signer les mesures volontaires, les fameuses mesures volontaires. Alors que les parents qui n'ont jamais entendu parler de la DPJ ni des problèmes qui pourraient exister vont parfois signer. Alors qu'en signant ça vient ils donnent le pouvoir à la DPJ, d'après ça, de les coincer. Alors, les parents ne peuvent pas faire autrement que d'être intimidés puis de se sentir, je veux dire, poursuivis et tout ça, parce que là, il y a une perte de confiance immédiate, là. Parce que la DPJ, vous savez, il y a toutes sortes de moyens vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Puis j'ai entendu des parents me dire, si vous ne signez pas ça, on part avec les enfants. Absolument. Donc, c'est une chose qui absolument qui doit permettre aux parents au moins de consulter un avocat ou autre. Il n'y a absolument pas. Alors, les parents ne savent pas quoi faire, signent. Ouais.
Et une fois que l'enfant leur a été enlevé, là, ils réalisent l'ampleur de la chose, l'impact, les suites à la situation, et vient évidemment un sentiment à ce moment-là de culpabilité. Ensuite, aussi, là, après avoir signé ça, la DPJ leur demande de bien vouloir respecter la série de mesures là, volontaires, dites volontaires, parce que c'est signé sous l'effet un peu de pression, et beaucoup de pression. Puis ces mesures volontaires, ce sont des engagements que les parents prennent, par exemple. C'est comme s'ils donnaient la clé à la DPJ de leur maison. Ni plus ni moins. Ils doivent suivre ces engagements-là. Puis après, si les parents ne suivent pas les engagements, là, on est au tribunal en martelant que le parent ne collabore pas et que c'est très facile d'enlever l'enfant comme ça, que le juge accepte que la DPJ soit confiée à l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant soit confié à la DPJ. Oui, alors, c'est pour ça. Les parents seront toujours intimidés. Ouais. Parce que ils sentent le pouvoir là, suprême là, au-dessus d'eux. Alors, si vous avez, alors ils sont pas préparés. En plus de vivre le stress et la peur de se faire enlever l'enfant, là. Puis ensuite de ça que c'est la première chose que le PJ va faire, va leur suggérer d'être évalué. Alors, les parents se jettent dans le piège. Madame Bouchard, je vais vous interrompre un petit peu. Oui, vous avez bien raison. Nos auditeurs, non, ne prenez pas ça méchamment, s'il vous plaît. Non, c'est correct. Pour que nos auditeurs comprennent un peu la structure étatique, comment c'est, on parle de la DPJ, des centres jeunesse, etc. Dans la loi, c'est inscrit dans la loi sur la protection de la jeunesse. Alors, le centre jeunesse, c'est une prison pour l'enfant, prison pour même des délinquants juvéniles, mais aussi comme hébergement pour les cas des enfants prétendument victimes. Alors, le directeur général du centre jeunesse nomme le directeur de la protection de la jeunesse qui agit sous ses ordres. Alors, le directeur de prison envoie directeur de la protection de la jeunesse aller chercher sa clientèle. Alors, le conflit d'intérêts est flagrant dans ça, déjà en partant. Pour comprendre le mécanisme, l'intervenant de DPJ va dans la famille et enfant arraché est placé soit dans les centres jeunesse ou dans la famille. Et c'est là que les travailleurs, les intervenants des centres jeunesse prennent la relève et continue à travailler l'enfant, puisque l'État ne peut pas admettre d'avoir tort d'enlever l'enfant. Alors, il faut travailler dans la tête de l'enfant pour noircir l'image de leurs parents. Et, précisément, je voulais revenir au début de notre intervention. 92% des jeunes hébergés dans les centres jeunesse présentent au moins un problème de santé mentale. Alors, la racine de ces problèmes doit se situer inévitablement, précisément dans ce fait de tripoter dans la tête des enfants, de faire agir différentaire leur amour pour les parents. Et cette représentation qui est dans la majorité des cas complètement fausse, complètement biaisée par les intervenants sociaux, le résultat ne peut être que le trouble mental d'un enfant. Maintenant, abordons notre dernier sujet. Diviser pour mieux régner. Ce principe est-il appliqué par la DPJ dans le cas de l'enlèvement d'un enfant à un couple? Yann, vous abordez au début un peu ce sujet-là. Votre point de vue sur le sujet, si vous poursuivez dans votre idée. Mais c'est précisément la même chose que diviser l'enfant et parents. On divise aussi et on se nourrit des conflits. Il n'y a pas de couple parfait. On a tous des problèmes quotidiens qui peuvent parfois déborder sans pour autant nécessairement mener à la rupture. Alors c'est un terrain de prédilection pour DPJ où il va chercher sa clientèle qui lui assure
finalement sa subsistance vraiment inhumaine et indigne. Oui. Madame Bouchard, avez-vous des exemples concrets à nous apporter sur ce fameux principe-là de diviser pour mieux régner, là? Oui, bien c'est ça. C'est facile pour les intervenants, lorsqu'ils ont les parents ne savent pas trop ce qui va arriver, de faire une intrusion dans leur vie privée. Bon, alors, l'exemple, c'est le parent va parler de son enfance. Ils vont faire parler le parent de ce qui lui est arrivé dans la vie, de son enfance jusqu'à leur vie adulte. Là, les parents se sentent un peu assiégés. Ils vont, en tout cas, moi, je pense, en tout cas, ils sont, non seulement je pense, les parents sont fébriles. Puis là, il ne faudrait pas que les parents dévoilent soit des difficultés ou tribulations qui ont du passé. Ils ne devraient pas toucher à ça parce que la DPJ, il réalise avec suffication à la cour. Ça, c'est arrivé très souvent parce que j'en ai entendu que d'abord, toutes ces choses qu'ils ont racontées vont être repris à la cour. Puis, plus que ça, souvent, la personne va avoir fait... Ils sont déformés. Une légère dépression suite à un enfant, une naissance, enfant ou autre. Alors, ça, on va stigmatiser la mère disant qu'elle a des problèmes mentaux. Ouais. Il y a même, on peut même aller plus loin. C'est-à-dire qu'on a deux parents, par exemple, qui, sont évidemment sont parents d'un jeune et on dit par exemple au père, disons qu'on a mettons que les parents sont ont de bons rapports, mais sont séparés. On pourrait dire par exemple au mari, écoutez, on a retiré l'enfant à votre femme, mais là si vous aviez été si vous aviez été là, c'est peut-être à vous qu'on l'aurait peut-être laissé quand même, tu sais. Et là, le parent va faire des démarches pour essayer de dire, ben moi, je peux faire une demande de garde de l'enfant. Et puis là, on joue sur les deux tableaux comme ça pendant très longtemps. Puis tout ce temps-là, ben la DPJ garde l'enfant. Et puis quand vous essayez de retirer ensuite de ça d'une famille d'accueil, s'il a été placé en famille d'accueil, cet enfant-là va dire, ben là, écoutez, là, ça fait un bout de temps qu'il est en famille d'accueil, on peut pas le sortir comme ça. Il va falloir qu'il y ait un retour progressif. Écoutez, on va prendre le temps et ça devient un panier de crabes. C'est vraiment, je dirais, à l'avantage de la DPJ de jouer sur les deux tableaux, de mettre les parents l'un contre l'autre, définitivement. Est-ce que je peux oui. Vous dire de raconter un cas spécial? Oui. Bon, nous avons. Je vous laisse une minute, Madame Bouchard. Bon, là, c'est le père, le grand-père, c'est-à-dire le père et la mère de la jeune mère qui se faisait enlever son enfant. Alors, on a pris les parents à part pour les évaluer. Ça, c'est la plus grande erreur. Il faut aller à l'extérieur pour une évaluation indépendante. Alors, on a évalué la jeune mère et on a raconté à la cour que la mère avait, parce que les grands-parents demandaient la garde en attendant que la mère, son cas soit réglé. Alors, que le père de la jeune mère avait agressé sa fille lors de son enfance. La jeune fille que j'ai rencontrée m'a dit « Jamais mon père m'a touché. » Alors, on a fait des fausses accusations. On a fait une fausse accusation. Fausse accusation assez grave. Mais Madame Bouchard, je m'excuse, je suis obligé de vous arrêter. Mais on comprend très bien cette problématique-là. On comprend très bien à ce moment-là la tentative de la DPJ là pour causer problème. Puis on pourra en reparler dans un mois. Et effectivement, on pourra s'en reparler incessamment. Oui. Et là-dessus, bien, chers amis, je vous remercie. C'est malheureusement tout le temps dont nous disposions.
Maintenant, chers auditeurs, en terminant, pour les personnes qui souhaiteraient en savoir davantage sur la CFDPJ, la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ, vous êtes invités à l'Assemblée générale annuelle de la CFDPJ dimanche le 19 avril à 14h à Saint-Eustache sur la Couronne Nord, 185 rue du Moulin à Saint-Eustache, donc 185 rue du Moulin à Saint-Eustache, dans les locaux de l'atelier Ensemble on se tient, qui est un organisme communautaire. Donc, espérant que notre émission vous a plu, nous vous donnons donc rendez-vous en avril, le dernier vendredi, comme d'habitude, pour d'autres sujets d'intérêt. Merci, Madame Bouchard. Merci, Monsieur Stoll. Monsieur Boivin, vous pouvez répéter, s'il vous plaît, la date et l'adresse de l'Assemblée générale? Malheureusement, c'est tout. On peut pas. C'est tout. À la prochaine. Merci. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Au prochain tirage du loto 649, il y a un billet parmi tous les billets qui va valoir $1 million garanti. Et ça, c'est en plus du gros lot qui est évalué à 30 millions. Dossier pour la résidence permanente ou vous faites votre demande de citoyenneté, vous devez présenter le TEF professionnel, TEFAC ou TEF Canada. Une seule adresse à Montréal. ALC Montréal, 514-844-4849. Appelez dès maintenant au 514-844-4849 ou visitez-nous au alcmontréal.com et réservez votre place. On vous attend. Plongée culturelle du 19 au 29 mars, la 33e édition du FIFA Festival international du film sur l'art présente 243 films de 29 pays. En tout, 14 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir des œuvres filmiques de haut calibre, toutes disciplines artistiques confondues. Art contemporain, musique, architecture, danse, littérature, cinéma et plus vous attendent. Une série d'expositions, rencontres et événements spéciaux aussi à ne pas manquer. Consultez le www.artfifa.com ou rejoignez-nous sur Facebook et Twitter. Radio Centre-Ville, 102,3 FM.